Bonjour tout le monde et bienvenue dans le bureau du coach. Et oui, ça faisait un instant on n'en avait pas fait. Mais aujourd'hui, on reçoit pas n'importe qui. On reçoit l'une des personnes qui écrit le plus sur le site de À la Coupe. Il écrit aussi pour d'autres podcasts. Il veut faire une carrière dans l'enseignement aussi. Il adore le hockey, mais on va voir que sa façon de travailler pour le hockey s'applique aussi dans ses études. Et dans les classes, j'accueille de ce pas Anthony Saint-Amand. Anto, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ben oui, ben oui. Écoute, comme je t'ai dit dans l'intro, j'ai cru voir que tu n'es pas juste un passionné de hockey, mais un passionné d'enseignement aussi, de ce que je comprends. Oui, exactement. Présentement, je suis en train de terminer ma quatrième année à l'Université de Montréal pour devenir enseignant. Donc, c'est une de mes passions également. Enseignant, on parle de primaire, secondaire, on parle de quelle année, exemple? On parle de secondaire en histoire. Donc, ça peut varier de son R1 à son R5. Mais présentement, disons, j'ai quatre classes en son R4 en histoire. Puis d'où t'es venue cette passion-là pour enseigner, pour transmettre on pourrait dire, dans le cas de l'histoire, de transmettre des faits historiques à des élèves? C'est venu d'où? Depuis un peu ma jeunesse, j'ai toujours été dans mes équipes de hockey, le capitaine ou assistant. Donc, j'ai toujours pris un rôle quand même de leader. Puis, pour revenir à l'école, pour moi, la discipline a toujours été de guerre. Puis, je crois que c'est très important, le métier d'enseignant. Donc, j'ai voulu aller dans cette voie-là. Puis, veux pas, je suis rendu là aujourd'hui. Puis, je crois que rapporter la connaissance à mes élèves, c'est le fun, mais également, je veux être un peu une figure, un modèle pour eux. Donc, il y a Mhm. des personnes, des élèves, parfois, leurs parents ne sont pas nécessairement présents dans leur vie euh, académique, qu'on peut dire. Ouais. Donc, moi, je veux être cette figure-là. Donc, je veux pas seulement qu'ils performent à l'école, je veux leur montrer que tu peux apprendre sans nécessairement performer puis aller loin dans la vie. Puis t'as dit que c'était un enseignement d'histoire. D'où l'histoire, comment on pourrait dire ça? Cette passion, on pourrait dire, de vouloir l'enseigner, c'est venu d'où ton amour de l'histoire? Pour vrai, ça fait pas tant longtemps que ça, je suis en amour avec l'histoire. Au début, je voulais vraiment être enseignant en éducation physique, je veux dire, excusez-moi. Puis OK. finalement, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup l'histoire parce que, c'était facile pour moi au secondaire, mais je me suis rendu compte que je voulais vraiment être vraiment juste un enseignant. Donc, pouvoir Hmm. être en histoire ou en éduc, ou peu importe la matière, pour moi, l'important, c'était juste d'être enseignant. Donc, présentement, je suis en histoire, mais ça ne veut pas dire que je vais nécessairement terminer ma carrière là-dedans. Un de mes objectifs, ça serait d'avoir environ une tâche 50-50, autant en histoire qu'en éducation physique. Ça, pour moi, ça serait mon plus grand rêve dans le domaine de mon travail. Et est-ce que en parallèle, tu as des études pour être prof d'éduc ou c'est pas mal tout, mettons, dans tes classes, c'est pas mal tout en même temps, là? Là, moi, présentement, je me suis spécialisé en histoire. Donc, OK. il y a des cours de pédagogie que j'ai dû faire que tu dois faire aussi dans les autres matières, autant en éducation physique qu'en français ou peu importe. Mais il y a certains cours complémentaires que je devrais aller faire si jamais je veux me spécialiser en éducation physique, là. On parle de beaucoup de cours de biologie, donc sur le corps humain, sur les os, peu importe, pour savoir c'est quoi si tu as une blessure ou peu importe qu'est-ce que tu as besoin. Donc, c'est sûr qu'il faudrait que j'aille faire peut-être une année pour terminer comme un certificat, on peut dire, pour avoir mon bac dans les deux cas. Mhm. Mais dès que tu es dans un pied dans la porte là, en enseignement, c'est quand même assez facile d'aller dans un autre domaine après. Puis, est-ce que l'histoire de l'école, est-ce que tu as une même passion pour ce qui est de l'histoire du hockey ou du sport en général aussi? Je m'intéresse moins à l'histoire du hockey. J'aime mieux OK. regarder puis analyser les faits qui arrivent présentement, là. Donc, oui, c'est sûr que je vais regarder parfois dans l'histoire, mais je ne vais pas être nécessairement un passionné de qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50 au hockey, là, disons. Puis, cette passion-là pour le sport, je sais pas si tu en suis d'autres que le hockey, euh, elle vient d'où? Est-ce qu'elle a été transmise par quelqu'un comme Andy avec son grand-père? Est-ce que c'est par toi-même que tu l'as découvert? C'est venu comment, cette passion-là?
C'est sûr que mon père écoutait beaucoup le hockey, donc ma passion du hockey est venue un peu par mon père. Mais en grandissant, j'étais quand même une personne assez solitaire. Donc, même si j'avais des amis, je suis le genre de personne qui préfère rester chez lui. Donc, j'ai commencé à écouter du sport. Donc, OK. autant le hockey, autant le football que j'adore, j'ai des poules avec mes amis, autant la F1 également, que j'ai commencé avec la série là, sur Netflix. Là, environ 4-5 ans, à écouter ça. Puis depuis ce temps-là, je suis tombé en amour avec ce sport-là. Donc, c'est les trois principaux sports que j'écoute, hockey, football, F1, mais je suis quand même un grand fan de tous les sports. Là. Tu sais, comme le soccer, je vais écouter ça, mais seulement quand il va y avoir des Coupes du Monde, parce que sinon, à un moment donné, ben, j'ai d'autres choses à faire aussi là, Ben oui, on se comprend. avec mes études, mais c'est aussi un échappatoire pour moi. Tu sais, après des grosses journées d'enseignement, ben, des fois, juste écouter une game de hockey relax dans mon lit ou peu importe avant de me coucher, ben, ça me fait du bien. Puis c'est comme mon moyen à moi de relaxer. Exact. Puis tu as parlé de foot, la F1, ça, tu l'as dit, ça vient de la série Drive to Survive de Netflix qui en est tellement de nouveaux fans. C'est une excellente série, là, ça, je te rejoins là-dessus. Et la passion footballistique, elle est venue comment? Est-ce que c'est par les Alouettes, c'est par la NFL, c'est venu comment? Je suis pas un fan de la LCF, donc je suis pas un OK. fan des Alouettes. Je peux aller voir à l'occasion des rencontres là, avec des amis ou autres, mais je vais pas nécessairement triper sur le football à trois essais. Moi, je suis un grand fan de la NFL. Puis ça, c'est vraiment venu par v'là environ 4 ans. J'ai un de mes amis qui voulait que je fasse un pool de football avec eux. Donc, j'ai décidé de le faire, même si je connaissais un petit peu ça, mais pas vraiment. Puis, veux pas, en ayant un pool de football, on dirait que tu es plus porté à suivre. Donc, j'ai commencé à Oui. écouter plus des rencontres. Puis, surtout qu'il y a comme 4-5 semaines avant que le hockey commence. Donc, j'écoutais les rencontres le lundi soir, le jeudi soir. Puis là, comme ça, mon amour est parti. Puis, depuis ce temps-là, ben, j'aime pas ça rater des rencontres de la NFL. Puis est-ce que tu suis une équipe en particulier ou tu es pas mal un fan neutre, on pourrait dire, de la NFL? Je suis beaucoup les Bills de Buffalo parce que Oh, un fan des Bills. nécessairement, j'avais repêché aussi le corps Josh Allen. Donc, veux pas, j'étais plus porté à regarder les Bills. Puis, c'est une équipe quand même proche de nous. Donc, c'est même dans mes projets de la prochaine saison d'aller avec une couple de mes amis, aller voir une fin de semaine les Bills de Buffalo puis les Sabres de Buffalo. Donc, une fin de semaine de hockey football. Là. Ça serait vraiment Oh, wow! Ça super serait rêve. le fun. Ça serait le fun. Tu pourrais lâcher un coup de fil à Sam là-dessus. Il en avait parlé qui fait beaucoup de voyages sportifs. Je pourrais peut-être t'aider s'il était dans la région de Buffalo. Ça, j'ai la misère à m'en souvenir un peu, là. Il est Mais probablement déjà allé. probablement déjà allé, mais c'est tellement des beaux road trips, faire des affaires comme ça. Comme moi, cet été, ça se peut que je pars à New York à voir une game de baseball des Yankees puis des Mets ou des Mets. Ça dépend de la semaine qu'on y va, mais c'est tout le temps le fun. Aller Ben oui. voir du sport ailleurs, ça, je te rejoins complètement là-dessus. Puis les Bills, c'est à force de regarder plus souvent leurs matchs que ceux-là des autres équipes que tu as pris le chemin de la partisanerie des Bills. Oui. Mais tu sais, au début, moi, ben, tu sais, les Pats aussi, là, ça c'est bizarre là, d'aimer les Pats et les Bills. Ouais. Mais j'étais tombé en amour avec les Pats à cause de Tom Brady. Donc, tu sais, je vais tout le temps rester aussi un fan des Patriots. Mais j'écoutais pas tant le football à ce temps-là. Donc, tu sais, j'étais, on OK. dirait, un peu un fan du modèle de Tom Brady. Tu sais, avant les Patriots, mais j'aime quand même l'équipe. Mais les Bills, c'est vraiment l'équipe depuis que je suis le 4 ans que je tombe en amour. Fait que j'ai hâte qu'ils gagnent peut-être un Super Bowl. Ça va peut-être jamais arriver. Là. Ils ont eu des grosses pertes aux agents libres présentement. Ouais. Mais sinon, qu'ils gagnent ou pas, ben, je vais quand même continuer de les aimer. Exact. Et dans tout ça, on a parlé de F1, on a parlé de foot. On va s'attaquer à l'éléphant dans la pièce. Là. C'est là pourquoi tu es, sur un podcast à groupe. Le hockey, bien évidemment. Ouais. Là. Le hockey, c'est venu comment, ça, dans ta vie? Ben, j'ai commencé à jouer un peu sur le tard à 7 ans. OK? Mon père, depuis l'âge de 3 ans environ, il voulait m'inscrire. Puis, tu sais, on dit tout le temps que les parents ne doivent pas trop pousser. Donc, mon Oui. père, à chaque début d'année avant, il me le demandait: Hey, as-tu envie de jouer au hockey? As-tu envie? Puis là, je disais toujours non. Mais tu sais, lui, c'était un grand fan de hockey, donc il était déçu nécessairement que son petit gars ne voulait pas jouer. Puis à un moment donné, rendu à l'école, ben, c'était rendu que je jouais avec mes amis. Puis là, j'étais comme. Puis là, quand je suis allé voir un soir, j'ai dit: Papa, j'ai envie de jouer au hockey. Puis là, il est venu genre les yeux pleins de larmes. Puis là, il était vraiment content. Puis j'ai commencé à jouer à 7 ans. Je savais même pas patiner rien. Mais OK. ça s'est quand même appris assez rapidement. J'ai quand même joué des bons niveaux dans ma vie. Donc, ça a continué. Puis un peu, on va dire, après ma carrière, là, même si j'ai pas eu une carrière professionnelle, là,
J'ai décidé vraiment plus porter mon attention sur les petits détails. Donc, analyser les joueurs, analyser les présences, comment ils jouaient avec et ça la rondelle. Puis, depuis ce temps-là, ben, j'ai commencé vraiment à avoir une passion pour ça. Puis, je crois que sans être un professionnel, un scout non plus, je crois que je suis quand même assez bon pour analyser des jeunes joueurs. Puis, présentement, à chaque fois, je dis à mes amis, on ne parle pas des joueurs qu'on sait qui vont devenir forts. Là, admettons, on va dire je sais pas, Matthews à son repêchage, tout le monde pouvait dire qu'il allait être fort. Mais tu sais, j'aime ça dire des gars un petit peu plus loin dans le repêchage. Puis là, paf, là, ça devient des bons joueurs. Donc, pour ça, je suis quand même content d'avoir des bonnes prises là-dessus. Puis t'es un des seuls du groupe à la Coupe qui a rejoint Sam en n'étant pas un fan du Canadien. Si je me Ouais, souviens bien, tu es un fan de exactement. l'Avalanche. Ouais. Quand d'où c'est arrivé, je sais pas si ton père était un fan de l'Avalanche, c'était peut-être dans ce cas-là, mais comment t'as fait pour aimer une équipe qui ne vient pas qui vient pas de Montréal ou du Québec? Ben, mon père, justement, est un fan des Nordiques de Québec. Ah! Mon père, il est né sur la Côte-Nord. Donc, tu sais, l'équipe de Québec était plus proche de chez lui. Donc, il est devenu un fan de Québec. Puis, il les a suivis lorsqu'il est arrivé au Colorado. Donc, quand j'étais tout petit, puis j'étais sur le divan avec lui, ben, c'est Colorado qu'on écoutait. Puis, il veut pas, quand j'ai grandi, ben, je commençais à suivre plus le hockey. Donc, je commençais à suivre Colorado. Puis, je trouvais ça, c'était un peu diversifié comparativement à la plupart des personnes au Québec qui suivent Montréal. Ben, moi, je suivais Colorado. Puis, en plus, quand j'ai commencé à suivre Colorado, c'était les années de misère, là. Je sais pas si tu te rappelles, là, les années comme. Tu sais, j'ai commencé à suivre en 2007 environ. Donc, Colorado est une des pires années de leur histoire, là, Ah, ben, c'était même pas... de l'histoire de la Ligue nationale, là, à partir de Ouais, c'était comme pas beau, ça. 2010-2012. Donc, ouais, non, j'ai vécu des années pas heureuses. Après ça, il y a eu l'arrivée de Patrick Roy, ça s'est replacé un petit peu. Il y a un Ouais. petit creux, puis là, dernièrement, Colorado, depuis 2-3 ans, sont tellement en feu que là, c'est du beau hockey à voir. Ouais, avec Nathan McKinnon, Mikko Rantanen, l'arrivée de Jared Bednar derrière dedans, c'est beau là, ce qui se passe au Colorado. Là. Et j'ai vu aussi sur ton Facebook que tu es un grand passionné de deck hockey. Tu en es un joueur Oui, j'en aussi. suis un joueur. Parle-moi donc du deck hockey qui est dans ta vie. Quand même beaucoup durant l'été, entre autres. Ouais, ben, disons que l'année dernière, ben, l'été dernier, j'ai joué dans 3 équipes avec mes amis. Donc, j'ai quand même joué beaucoup. Disons, là, des fois, c'était 2-3 games dans la même soirée. Des fois, ça pouvait être 3-4 dans la même semaine. Ça dépendait, mais je joue pas mal tous les niveaux là, présentement. Je joue contre des bons joueurs. Tu sais, je suis pas nécessairement le meilleur joueur, ça je sais. Je suis un joueur plus défensif, mais je joue avec mes OK. chums depuis quelques années à Granby. Puis on joue dans un niveau qui est niveau B. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même dans les gros niveaux. Puis sinon, je joue avec d'autres amis proches de chez nous. Puis ça, c'est des niveaux plus faibles, mais je m'amuse autant. Puis c'est avec mes amis. Donc pour moi, c'est plus l'occasion d'aller voir mes amis. Puis tu sais, des fois, prendre une petite bière après. Là, je bois plus, Mhm. mais tu sais, auparavant, mettons, prendre une petite bière après la game avec les boys, mais c'est toujours le fun. Puis dans un niveau B, si tu l'as dit, c'est un bon niveau de deck hockey. As-tu déjà affronté, admettons, des anciens de la LHJMQ, des joueurs un petit peu plus connus admettons, nous qui sont des civils, on pourrait dire, là, sans faire une échelle, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ben, présentement, hein, je sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi la Ligue nationale de hockey-ball. C'est Ben, la ligue d'Alex Burrows, ça, si je me souviens ouais, bien. Ouais. exactement. Ben, tu sais, c'est Ouais. les meilleurs joueurs du Québec, on peut dire, là, qui vont là-dedans. Ben, dans le B, il y a certains joueurs qui jouent là-dedans, qui jouent dans la Ligue nationale de hockey-ball. Donc, on peut dire un exemple comme ça, Lou-Félix Denis. Je ne sais pas si vous savez c'est qui. Il joue pour les Cataractes de Shawinigan. Ben, mettons, je joue contre lui pendant l'été. Puis des fois, il joue OK. dans mon équipe en tournoi. Donc, tu sais, c'est des bons joueurs, là, disons. Puis tu as parlé de la Ligue nationale de hockey-ball. Est-ce que tu as déjà été approché ou ça n'a jamais adonné que tu as passé proche de faire partie de cette ligue-là? Non, pas pour le moment. Certaines personnes m'ont dit que je devrais peut-être m'inscrire au repêchage, peut-être l'année OK. prochaine ou d'ici quelques années. Mais pour l'instant, je ne suis pas nécessairement non plus assez proche des personnes. Tu veux pas, sans être une gamique, il faut quand même que tu aies des contacts. Puis, tu sais, oui, je Mm. connais les personnes, mais tu sais, je ne sais pas si j'ai le niveau non plus pour jouer là-dedans. Peut-être un jour, parce que je suis plus un joueur défensif au deck hockey, là. Je suis un défenseur offensif, mais malgré ça. Mais
Tu sais, si je me dis, si je suis capable de jouer contre certains joueurs qui jouent là-dedans, peut-être qu'un jour, en étant plus mature physiquement et tout, peut-être que je vais être en mesure de jouer. Puis as-tu déjà gagné des tournois de deck hockey? Oui, on a déjà gagné avec certains de mes chums, comme le tournoi acide lactique qu'on appelle. C'est pas nécessairement du deck hockey classique, c'est un tournoi à juste 4 joueurs. Donc, OK. c'est du 3 contre 3, tu as juste un changement, puis c'est une période de 20 minutes. Donc, tu peux jouer 7 games dans ta journée. Donc, c'est vraiment l'équipe qui est le plus en forme, l'équipe qui a la meilleure structure. Donc, on a gagné ça. Puis sinon, ben, on a gagné la saison, les séries dans le B, le 3 étés. Donc, OK. on a quand même du succès. Là. On a d'autres tournois aussi qu'on a gagnés, là, mais pas chaque tournoi, là, disons. Là, mais Bah non. Mais on en a, gagner un de temps en temps, c'est le fun, on va pas se le ouais. cacher. C'est un beau track record, bien évidemment. Et comment tu as fait comment ça partit tes choses pour arriver ici sur À la Coupe? Et tu es aussi chroniqueur pour un autre podcast, celui-là avec un sac bleu que je vais pas nommer. Mais Ah. comment c'est arrivé là? Comment t'es arrivé ici sur À la Coupe et comme chroniqueur sur le podcast aussi de TVA? OK. Ben, je vais commencer avec comment je suis arrivé à la coupe. J'ai Ouais. commencé à faire un TikTok. Donc, je faisais des TikToks sur le hockey. Puis là, Yves, on a déjà parlé une couple de fois. J'ai parlé avec Sam. Puis, tu sais, ça allait bien. On s'entendait bien. Donc, un jour, j'ai décidé de rejoindre à la coupe après quelques demandes de Yves. Parce que moi, j'avais commencé justement mon TikTok puisque j'avais un podcast que j'ai abandonné. Donc, j'étais quand même assez à l'aise de parler. Puis, je veux pas, vu que c'est mon travail dans la vraie vie, d'enseigner. Donc, je suis quand même à l'aise de parler. Puis, c'est ça, j'ai rejoint la coupe. Au début, j'écrivais quand même beaucoup d'articles. Puis là, finalement, j'en ai écrit moins. Puis, comme tu l'as mentionné, j'ai rejoint un autre podcast. Donc, c'est un autre emploi rémunéré. Donc, ça, c'est avec les efforts de à la coupe. Donc, mon boss, on peut dire, là, sans le Ouais. nommer, il a vu mes TikTok, puis il a vu comment j'écrivais sur à la coupe. Donc, finalement, il a trouvé mon numéro de téléphone, il a décidé de m'appeler, puis on a parlé, puis il m'a offert une job. Puis depuis septembre dernier, ben, je travaille aussi pour le Sac Bleu. Donc, j'écris des articles sur le sport en général, mais plus principalement sur le hockey. Ça, c'est le fun en maudit du fait de juste penser à faire des TikTok à venir sur à la coupe pour finir au sac bleu. C'est quand même un parcours très plaisant, on va pas se le cacher, bien évidemment. Et on va se le dire, sur à la coupe, pour eux qui ne le savent pas, Anto, c'est pas mal notre référence en ce qui est des recrues des prochains repêchages. Et un de nos collabos, Andy, m'a parlé d'une rumeur comme quoi tu regardes beaucoup de matchs de recrues et tu en fais des documents même sur certains des matchs. Un, est-ce vrai? Et deux, d'où vient cette work ethic, qu'on va dire en anglais, pour avoir cette détermination-là, si tout est vrai là-dedans? Ben, document, je ne sais pas si c'est exactement un document, mais disons, je peux regarder des rencontres, là, surtout les rencontres les plus importantes. Donc, admettons le championnat du monde, la rencontre des meilleurs recrues de la Ligue canadienne de hockey. Mhm. Donc, tu sais, des rencontres comme ça, ben, ça se peut que j'aille, mettons, mon téléphone à côté, puis que je prenne des petites notes. Donc, admettons, bon sur la rondelle, bon patin, bonne mobilité, bonne première passe. Tu sais. Donc, juste des petites notes comme ça. Donc, ça fait que euh, après ça, tu peux les relire. Puis là, tu te dis, bon, la prochaine fois, je vais regarder, admettons, tel aspect de son jeu. Puis là, veux pas, quand tu regardes, admettons, 5 à 10 rencontres, tu n'as pas nécessairement besoin de regarder 30 rencontres d'un joueur. Quand tu regardes 5 à 10, après ça, tu vas lire un peu pour comparer avec d'autres insiders, d'autres personnes qui font du recrutement. Mais tu peux comparer si tes notes sont quand même justes. Donc, la plupart du temps, tu vas juste vérifier ton information. Donc, tu sais, sans avoir des documents, j'ai des notes sur certains joueurs. Tu sais, je veux dire, je ne vais pas nécessairement regarder les 200 quelques joueurs qui vont se faire repêcher, Non. mais tu sais, les deux, trois premières rondes, mettons, je trouve ça important. Puis, tu sais, des joueurs que j'aime mieux, il y a des joueurs que je classe quand même haut, puisqu'il y a des bonnes aptitudes, mais que moi, nécessairement, je n'aurais pas pris, puisque j'aime moins, mettons, certaines facettes de son jeu. Ça peut arriver. Puis, il y a quand même une donnée, par contre, que je ne peux pas avoir, que certains directeurs généraux vont aimer ou non, c'est moi, je ne suis pas dans le vestiaire. Donc, tu sais, veux Ouais. pas, je ne sais pas.
comment que le gars il agit avec ses coéquipiers, je ne sais pas comment c'est la situation chez lui. Donc, c'est ça, c'est une partie qui me manque, mais tout ce qui est le côté, mettons, sur la patinoire, je suis quand même assez bon pour l'analyser. Puis d'où vient cet amour-là pour les recrues, prévoir des repêchages, tout ça? Ça vient d'où, ça? Ben, c'est parce que je trouve que c'est la journée la plus importante de l'année dans le Hmm. national. Donc, tu sais, c'est l'avenir de ta formation. Donc, une équipe qui va pas bien repêcher, pour moi, elle ne sera jamais vraiment bonne. Tu sais, ça peut arriver qu'il y a une, 2 années, parce que, mettons, c'est un gros marché, puis on a signé des joueurs autonomes. Tu sais, ça peut arriver. Mais si on regarde toutes les dynasties ou les bonnes équipes qui ont été bonnes pendant, mettons, on va dire une période de 5 à 10 ans, c'est Ouais. toujours la base de leur noyau est toujours composée de joueurs qu'ils ont repêchés. Donc, tu sais, ça, c'est quand même assez important. Mhm. Tu sais, si on prend Colorado, justement, qui ont gagné la Coupe Stanley l'année dernière, ben, McKinnon a été repêché, Rantanen a été repêché, Makar a été repêché, Landeskog a été repêché. Puis ensuite de ça, Borenbaum a été repêché. Puis ensuite de ça, là, tu vas patcher avec certaines transactions, comme Devon Tave. Tu vas chercher certains joueurs aux agents libres, comme Rodriguez cette année, sont allés chercher Lekonen par transaction. Tu sais, tu vas chercher des petits morceaux, Mhm. mais le noyau de ton équipe doit être repêché, doit grandir dans la culture de la formation pour vraiment pousser les autres joueurs, je trouve, à vouloir se pousser à fond pour gagner ultimement la Coupe Stanley. Ben, écoute, je suis amplement d'accord avec toi là-dessus, le repêchage. Oui, la journée la plus importante, le futur d'une formation, je te rejoins là-dessus. Et as-tu commencé déjà, je suppose que oui, mais ta préparation en vue du prochain repêchage, qui est celle-là de cette année? Ah oui, j'ai déjà fait mon top 10. J'étais en train de le faire sur TikTok. Là, j'en ai juste sorti le joueur 10 et 9. Je manquais un peu de temps pendant mes études pour le terminer, mais j'ai déjà pris des notes, donc ça va s'emmener bientôt. Puis tu sais, là, ce qui est le fun, même si je ne suis pas nécessairement un fan du Canadien de Montréal, j'aime ça les suivre parce que mes amis les aiment. Fait que, tu sais, ça fait un sujet de conversation. Puis Mhm. là, Montréal a 2 très bons picks cette année. Présentement, là, les Panthers ne sont pas sûrs de faire les séries, donc ça pourrait être 2 choix top 15 environ. Donc, c'est sûr que j'ai commencé à regarder ces joueurs-là. Puis peu importe, c'est une QV qui est excellente cette année. Donc, Oui. un choix lointain en première ronde, c'est un choix, disons, environ milieu première ronde l'année dernière, puisque l'année dernière, c'est un bon repêchage sans être exceptionnel, le 2022. Mais le 2023 pourrait peut-être un jour se comparer à celui de 2015 qui est C'est incroyable. probablement le meilleur de tous les temps, là, avec McDavid, Eichel, Rantanen, Marner, puis tous les autres gars. Là, donc, Oui. Puis, avec le repêchage qui s'en vient, est-ce que tu as une ou deux pépites qui seraient à surveiller pendant le repêchage qui pourraient surprendre dans leur rang selon tes notes? ben, c'est sûr que moi, j'affectionne beaucoup le défenseur suédois Axel Sandin Pellikka. OK. C'est pas un choix qui va être nécessairement dans le top 5. Moi, je l'ai classé 10e parce que je l'aime beaucoup. Mais il risque de sortir plus milieu, première ronde, peut-être fin première ronde. Mais c'est un défenseur que je vois vraiment devenir un bon numéro 3 de la Ligue nationale. Donc, un défenseur de deuxième paire, mais qui est très mobile, puis c'est un futur carrière sur un avantage numérique. Donc, les équipes pourraient aimer ça. Sinon, présentement, un joueur qui n'arrête pas de monter, c'est David Renbacker, que Montréal regarde activement avec le pick des Panthers. Un jeune défenseur de 17 ans qui joue déjà en Ligue suisse, même Mhm. si c'est un Autrichien. Donc, on en avait déjà parlé un peu en privé, là, mais c'est un joueur qui est très mature pour son âge. Donc, Montréal adore ça. C'est un joueur c'est lui qui joue le plus de minutes dans sa formation en Suisse, puis il a juste 17 ans. Donc, tu sais, c'est très C'est rare de voir ces petits points-là. Puis c'est un défenseur qui est gros, bonne première passe, bon coup de patin. Donc, tu sais, c'est le prototype parfait des nouveaux défenseurs de la Ligue nationale. Sans être trop offensif, il est bon défensivement aussi. Donc, si Montréal peut l'avoir, ça serait vraiment, vraiment Puis, très bien. puis si tu es capable, il y a un attaquant qui n'arrête pas de monter Ouais. dans les mock drafts, dans le fond, les prédictions des insiders de repêchage, et c'est Will Smith. Ouais. Peux-tu nous en parler de Will Smith? Parce que regarder les choix, il pourrait s'aboutir à Montréal avec le choix du Canadien, justement. Oui, ben, tu sais, veut pas, on sait que Montréal affectionne vraiment les collèges américains, les Mhm. universités américaines.
C'est un joueur qui devrait être choisi environ entre les rangs 4 et 7, 8. C'est pas nécessairement le joueur qui a le plus gros upside offensif, mais c'est un joueur qui est très bon dans les deux sens de la patinoire. Probablement même le meilleur attaquant dans les deux sens. Donc, Montréal aussi affectionne ce genre de joueur-là. Moi, je le vois vraiment devenir un très bon deuxième centre. Il pourrait peut-être être un premier centre, mais plus dans la partie des plus faibles premiers centres, admettons, dans national. OK. Présentement, à Montréal, avec un Nick Suzuki, c'est un Will Smith comme deuxième centre. Ça pourrait être parfait parce que tu aurais deux centres responsables. Puis souvent, les formations, maintenant en séries éliminatoires, tu vas avoir des centres responsables, pas juste des centres offensifs, puisque c'est du jeu plus serré. Donc, tu vas avoir des joueurs dans les deux sens de la patinoire. Puis Will Smith, il a quand même un bon coup de patin, mais il est tellement intelligent sur la patinoire qu'il va rendre ses coéquipiers meilleurs. Puis ça, je pense, c'est un atout genre vraiment important dans l'hockey d'aujourd'hui. Wow. Pour les gens qui ne savaient pas qui était Will Smith, maintenant, on sait c'est qui. Merci Anto là-dessus. Et Andy m'a glissé à l'oreille que pendant l'été, tu as fait des articles qui étaient quand même très compliqués. Si on regarde en termes de grosseur, c'était les meilleurs espoirs. Non, pas les meilleurs, les espoirs les plus près de Ouais. faire la Ligue nationale pour chacune des équipes. Comment tu as fait pour sortir les 32? Ce fut assez long, mais j'en ai sorti 25 ou 26. Je pense qu'à un moment donné, Yves me dit prends un petit break, on va le donner à quelqu'un, certains articles. Donc, au début, je voulais pas. Puis finalement, j'ai dit OK, tu sais, j'ai d'autres choses à faire. Puis c'est quand même assez long parce que, comme que tu dis, c'est les plus près. Donc, c'est pas nécessairement les meilleurs, je veux dire. Donc, tu veux pas. Fallait que je fasse quand même certaines recherches parce que je voulais montrer soit des statistiques, soit la façon vraiment qu'ils jouaient aux personnes qui allaient lire l'article. Donc, je m'assurais toujours d'avoir 3 joueurs. Donc, tu veux pas, tu fais un petit paragraphe au début pour présenter l'équipe, elle est rendue où, puis après ça, les 3 joueurs. Donc, tu veux pas, c'est des articles qui me prenaient environ 1 heure à 1 heure et demie par article. Donc, si j'en ai fait une vingtaine, vous voyez que j'ai mis beaucoup d'heures bénévolement pour justement les lecteurs. Donc, ce n'est pas nécessairement les articles qui ont été les plus lus, puisque la coupe était un peu à ses débuts sur la plateforme de lecture, mais il y a des personnes qui m'ont écrit en privé des fois qu'ils aimaient bien mes articles, puis ils avaient hâte de les lire, puis que ça les aidait à mieux comprendre les joueurs, Oh, parce que wow. nécessairement, des personnes au Québec, il y en a qui sont fans de Ligue nationale, mais qui suivent plus Montréal, puis c'est bien correct. Mhm. Puis ça leur permettait de voir d'autres équipes, d'autres joueurs qui ne connaissaient pas nécessairement, qui provenaient des fois de l'Europe ou de la NCAA. Donc, j'étais content de faire ça. Puis, c'est peut-être une autre chose que je vais faire l'année prochaine, ou peut-être en moins grosse quantité, mais je crois que c'est intéressant de savoir les nouveaux joueurs qui vont performer dans le futur. Ben oui, c'est évident. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ça renseigne les gens qui suivent, admettons, juste la Ligue nationale de hockey sans nécessairement suivre le bassin d'espoir. Tu leur rends littéralement service en faisant ça. Puis c'est très, très smart de ta part aussi. Le fait que tu aimes suivre les recrues des équipes, ben c'est sûr que ça aide aussi à écrire ces articles-là. Tu vois, 1 heure, je trouve ça vraiment bon. Moi, dans ma tête, ça prenait 2 heures par article. Avec la recherche et les statistiques, tout ça, je m'attendais à du 2 heures. Faire ça en 1 heure, 1 heure 30, c'est rapide. Ouais, quand même, j'écris quand même bien, donc je fais pas vraiment de fautes. Donc le temps de me vérifier, c'est moins gros. Puis il y a certains joueurs que je connaissais déjà parce que j'avais quand même fait des bonnes recherches. Il y a des joueurs que je connaissais un peu moins parce que je veux pas les plus près. Des fois, je parlais des joueurs qui allaient juste être des bons joueurs de troisième trio, là. C'était pas OK. nécessairement tout le temps des gros joueurs. Tu sais, si je me souviens bien, mettons Arizona, je sais que j'avais mis Jack McBean, qui joue présentement comme troisième centre. J'avais mis Nathan Smith. Tu sais, c'est pas nécessairement des gros joueurs, mais tu sais, veut pas une formation a besoin d'avoir des joueurs dans la bonne chaise afin de pouvoir gagner. Mhm. Donc, un joueur de troisième trio qui est bon défensivement peut être autant utile qu'un joueur de deuxième trio, de premier trio qui va plus contribuer offensivement. Si l'autre peut, on peut dire, mettons, un Dano à Montréal, pendant les séries éliminatoires, c'est pas lui qui remplissait le but, mais il était tellement important défensivement pour contrer les meilleurs trios adverses que c'est autant important que le gars de premier trio qui va en mettre 40 ou 35 par année. Là. Ah oui, ça, je suis très, très, très d'accord là-dessus. Finalement, Anto, dernière question qui est en lien avec le projet à la Coupe. Je la pose à tout le monde, donc tu donc tu t'en échapperas pas.
À quoi tu t'attends? Quel est ton plus grand rêve avec le projet à la coupe? Un de mes plus grands rêves avec le projet à la coupe, deux personnes dues à la coupe, une n'est plus nécessairement avec nous, mais ils ont eu la chance d'aller à la Coupe Memorial à Saint-Jean. Puis ça, je crois que dans quelques années, mais que la coupe revienne dans le Québec, je pense que j'aimerais ça pouvoir faire partie de l'équipe qui s'en va sur place afin de pouvoir analyser les joueurs, faire de la recherche, pouvoir avoir une accréditation pour les médias. Donc, ça, je pense que ça pourrait vraiment être un de mes plus gros rêves. Puis, tu sais, sans être autant dans le projet à la coupe maintenant, puisque j'ai d'autres emplois. Tu sais, je travaille pour le Sac Bleu. Donc, tu sais, veux pas, des fois, je peux pas toujours me libérer. Euh, J'aime ce que je vois de à la coupe, puis que le projet grandit de jour en jour. Puis j'espère qu'un jour, ben, la plateforme est encore plus grosse, puis qu'elle va pouvoir devenir un peu une référence, puis montrer que oui, c'est pas nécessairement parce on est des spécialistes, mais qu'une personne qui est passionnée peut devenir peut-être autant bon pour démontrer l'information qu'une personne qui a travaillé nécessairement là-dedans. Puisque si on prend comme exemple, pour la poche bleue, habituellement, il faut que tu sois un journaliste pour pouvoir travailler avec eux lorsqu'il a écrit des articles. Puis moi, ben, j'ai pas de formation là-dedans, puis j'ai quand même réussi à me rendre là. Donc, je crois que si tu as un rêve, si tu as une passion, que tu peux pousser pour te rendre au plus haut possible, puis que ça pourrait arriver. Que de très bons mots pour finir ce podcast. Anto, c'était un plaisir de t'avoir dans le bureau du coach. Vous pouvez retrouver les articles de Anto sur le site de À la Coupe. C'était Loïc Salvaire en compagnie d'Anthony Sétamant et on se revoit dans un prochain bureau du coach. Salut tout le monde.